Sans plus tarder, je vais faire appel à Alexandre Jubien. Où es-tu, À côté de Alexandre? toi. Derrière moi, tu me surprends. Alexandre qui est donc entrepreneur et speaker, ex-directeur des services mobiles de Deezer Tout à fait. et qui va nous faire une présentation sur comment le mobile change encore, ça continue notre monde. Merci beaucoup Alexandre, bonne présentation. Merci pour l'accueil, Baptiste. Bonsoir à tous. Et donc, comment le mobile a changé le monde? Bah ça, vous le savez, vous avez fait partie de cette révolution, vous en avez été tous des acteurs. Je reconnais plein de gens que j'ai croisés dans cet univers-là, précédemment. Et puis là, on va voir plutôt, bah, comment il continue encore à changer le monde. Alors on a déjà eu un très bel éventail avec les panels précédents et j'aime bien cette, citation: «On ne peut pas arrêter les vagues, on peut juste apprendre à les surfer». Et croyez-moi, je m'y connais en matière de vagues. Donc un 28 décembre, tu fous ta guégoule. C'est ça, l'eau est fraîche. Alors je m'y connais en matière de vagues, mais cette métaphore-là, on ne peut pas arrêter les vagues, on peut juste apprendre à les surfer, elle s'applique aussi très bien à notre univers. Et comme vous, comme beaucoup d'entre vous, j'ai surfé cette vague de la révolution mobile. Alors j'ai commencé au moment de la 2G, les premiers téléphones, couleur, et bah, des fois on tombe de la vague, hein. Donc j'avais créé une start-up, c'était un ad serveur sur les jeux et les applis mobiles, à l'époque. Des fois on tombe de la vague, ça m'a pas empêché de continuer à surfer et j'ai littéralement par la suite, développé, un jeu de surf sur ce genre de truc. Donc toujours les vagues et dans notre univers justement, il y a un concept qui est super intéressant, qui est la courbe d'adoption de l'innovation et c'est un concept qui nous permet de lire un peu les changements du monde et ce concept, vous avez vu, il a la forme d'une vague et donc il permet aussi d'illustrer les vagues d'innovation successives qui changent le monde. Par exemple, dans le domaine de la photographie où vous avez peut-être connu l'industrie de la pellicule avec des acteurs géants comme Kodak et Fujifilm. Et puis, bah, est arrivé le numérique, la photographie numérique. Alors, il faut savoir, pour la petite anecdote, que c'est Kodak qui a inventé la photographie numérique. Ils ont créé la vague qui les a tués. Et puis aujourd'hui, la plupart d'entre nous, le meilleur appareil photo que nous n'ayons jamais eu, eh ben, c'est notre smartphone. Même chose dans la musique, l'industrie du disque qui a permis à l'industrie musicale de devenir complètement mondiale. Eh ben, s'est fait disrupter complètement par le numérique, avec l'avènement du MP3, du téléchargement illégal. Et puis aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous écoutons de la musique sur nos mobiles, avec Deezer ou Spotify. Et en effet, merci Baptiste. J'ai été l'un des bâtisseurs de Deezer, j'étais le 15e salarié pour y construire l'équipe et les applis mobiles. Et bah, en fait, après, je suis devenu prof de surf. Parce que appli ou startup, c'est le même combat, c'est surfer une vague. Et donc surfer une vague, et ben, ce que j'ai fait ensuite, c'est de devenir prof de surf pour les grands groupes, parfois chez BNP Paribas, petit clin d'œil, avec une conférence phare qui s'appelle S'inspirer des startups, les secrets des licornes. Alors ça fait écho à ce que ce dont Laurence nous a parlé tout à l'heure, ces grands groupes qui se mettent à exécuter comme des startups, ça fait partie de cette mouvance-là. Et alors qu'est-ce que c'est qu'une révolution? Pourquoi on parle de révolution? Et c'est intéressant, le mot a été mentionné aussi précédemment. Une révolution, c'est quand il y a plusieurs vagues parallèles qui se poussent en plus entre elles. Et certains d'entre vous ont fait partie de ces domaines, ont été des acteurs de la révolution mobile sur une de ces vagues. Mais ces vagues, bah, vous les connaissez, il y en a eu dans tous les domaines. Voilà ce que c'est qu'une révolution. Plein de vagues parallèles qui changent le monde. Alors du coup, on se pose la question, c'est quoi la prochaine vague? C'est quoi l'après-mobile? Et je pense qu'on est nombreux dans cette industrie à s'être posé la question, qu'est-ce qui va venir ensuite? L'IoT, on entend parler du Web3, plein de choses rigolotes. L'IA, c'est intéressant l'IA. Ça a été mentionné tout à l'heure, l'IA, c'est une vraie belle jolie vague. Mais voilà, c'est quoi la prochaine vague? Alors on va quand même faire une petite aparté sur la révolution mobile. Cette révolution mobile, elle a cette caractéristique d'avoir été plein de vagues, mais c'est aussi le fait que ce petit appareil, cette petite machine est devenue un peu une extension de notre cerveau, une extension de notre corps. Et vous avez peut-être cette sensation-là aussi. Et elle nous a amené des nouvelles capacités, des capacités parfois incroyables, voire des super pouvoirs. Et l'un de ces super pouvoirs,
c'est la transmission de pensée. Alors, on va se livrer à une petite expérience de transmission de pensée. Je vais transmettre une pensée à quelqu'un dans la salle, en live. Marion, je te remercie beaucoup de te prêter à l'expérience de transmission de pensée. Est-ce que tu peux nous dire la pensée que je t'ai transmise, s'il te plaît? Voilà, que très sympa quand même cette réunion de la communauté du marketing mobile. Merci Upflyer pour cette belle organisation. Merci Marion pour ta contribution. Et pourquoi c'est important de comprendre que les choses qui se cachent derrière le mobile, c'est de l'ordre du super pouvoir? Parce que vos utilisateurs, vos clients, en fait, ils comparent inconsciemment tout ce que vous leur offrez sur mobile, ils le comparent à des super pouvoirs qu'ils ont déjà. Et du coup, quand on donne des choses qui ne sont pas suffisamment puissantes, eh ben, elles sont disqualifiées. Donc c'est super important aussi en marketing et en produit sur nos applications de donner du pouvoir. Et vos utilisateurs comparent inconsciemment. Alors, il y en a plein d'autres des super pouvoirs. Le pouvoir d'omniscience. Vous avez tout le savoir indexé entre Google et Wikipédia. Si vous devez vous souvenir ce que sont les coccolithophores, c'est facile. Vous avez aussi des pouvoirs d'injection de connaissances avec l'avènement des podcasts en train de se développer fortement. L'incantation de nourriture, l'incantation d'objets, avec le retail évidemment. Vous avez la possibilité de reconnaître n'importe quelle musique. Nous avons retrouvé un pouvoir bien plus grand que les oiseaux migrateurs, nous repérer dans l'espace avec la géoloc. On peut même prédire le trafic. Et puis, on est aussi capable de parler n'importe quelle langue. Donc peut-être que là, l'humanité s'est inventé un nouveau langage, qui est le digital, un langage universel, puisque avec Google Translate, vous pouvez parler en français, ça traduit dans n'importe quelle langue. Alors, dernier super pouvoir rigolo. Lumos. Ça nous semble incroyable dans la science-fiction, mais on a tous la baguette magique de Harry Potter. Éteins Lumos. Et il y a aussi des super pouvoirs collectifs. Je fais bien sûr la référence aux mobiles et aux réseaux sociaux, qui sont très liés. Alors malheureusement, c'est parfois aussi des super pouvoirs de bêtises collectives. Bon, ça, on ne va pas l'aborder, on n'aura pas le temps. Mais c'est quand même ce que l'humanité a inventé, des super pouvoirs collectifs qui nous permettent de collaborer à très grande échelle, d'un bout à l'autre de la Terre. Et il y en a un sous-jacent à cette intelligence collective qui est super intéressant, c'est la vision collective. Tu vois ce que je vois. En fait, nous avons maintenant, certes, 8 milliards de paires d'yeux, mais aussi 8 milliards d'objectifs, qui peuvent témoigner d'à peu près n'importe quoi dans le monde. Et à l'été 2018, il s'est passé un truc, vous l'avez peut-être vécu. Il y a eu, sur les réseaux sociaux, des images du continent de plastique et des plages polluées par le plastique qui ont fait le tour des réseaux sociaux pendant 3 mois. Peut-être que vous avez vécu ça. En tout cas, on s'en souvient, prise de conscience. Et puis peut-être certains d'entre vous aussi ont vu cet orang-outan là qui luttait contre un bulldozer qui déforestait sa forêt. Une vidéo aussi qui a fait beaucoup de propagation sur les réseaux sociaux. Le mobile, c'est grâce à lui qu'on a un éveil des consciences environnementales en ce moment. Je pense que c'était l'outil qui manquait pour que ça prenne. Ça fait pas longtemps qu'on a ce pouvoir. Hein. Donc c'est pour ça, c'est une conséquence. La prise de conscience environnementale dont on a déjà un peu parlé tout à l'heure, eh bien, c'est parce qu'on a le nouveau super pouvoir mobile et humanité. Et alors, c'est comme ça que sont arrivés à moi les enjeux environnementaux, mais pas seulement. En 2015, j'ai rejoint en tant qu'advisor une jolie startup qui s'appelle Caros, qui fait du covoiturage intelligent avec de l'IA. Grosso modo, le problème, c'est que quand vous allez au travail, vous ne pouvez pas dire je vais de là à là tous les jours. Donc ça utilise le machine learning pour calculer les trajets récurrents et matcher les covoiturages. Super pouvoir aussi. Et du coup, c'est quand je suis devenu advisor de ces startups-là, je me suis dit, ah, c'est sympa, en fait, mes compétences peuvent servir cet univers-là. Et je me suis aussi dit, mais c'est quoi ce truc de CO2, là, de climat? J'ai jamais entendu parler de ça, j'ai jamais trop compris. Il fait chaud, hein. Il fait chaud. Donc malheureusement, il y a aussi des vagues pas cool en ce moment. Et on entend beaucoup parler du réchauffement climatique, évidemment. Il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a aussi des enjeux de biodiversité. Bon, on va pas se mettre trop le seum, mais voilà, c'est le moment où on parle de ces sujets-là. Vous avez peut-être déjà entendu parler du GIEC, ce groupement des experts du climat, qui fait un rapport régulièrement et qui nous a dit que c'était risqué pour l'humanité, cette trajectoire de réchauffement climatique.
Alors, si ces sujets vous intéressent ou si vous avez de la curiosité, pour ces sujets-là, enfin, en tout cas, je vous invite à participer à des ateliers parce que le problème qu'on a avec le rapport du GIEC, c'est que c'est fastidieux à lire et ça prend un peu de temps. Là, vous avez des nouveaux ateliers qui existent, ça s'appelle la fresque du climat ou la fresque de la biodiversité. C'est des ateliers collectifs et en quelques heures, vous avez compris l'essentiel. En plus, c'est ludique et c'est en collectif. Et bah, j'ai une question pour vous, donc encore. Peut-être vous ou quelqu'un dans votre entourage, frère, sœur, ami, parent, a fait quelque chose de ce type-là. Avoir une consommation responsable sur l'alimentation ou sur la mode, consommer local ou bio, faire des produits en do it yourself, ça peut être produits ménagers comme produits cosmétiques, prendre moins l'avion, réduire les déchets, manger moins de viande. Est-ce que vous avez, vous ou quelqu'un dans votre entourage qui est assez pratique? Est-ce que vous pouvez lever la main s'il vous plaît? Sans jugement, hein, pas du tout le but. Voilà, très bien. Donc ça vous permet de voir qu'il y a quelques vagues qui sont en train de pousser. C'est la révolution en cours. Deux multiples vagues parallèles qui sont toutes en train de pousser, les unes en parallèle des autres. Exactement ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Une révolution. Et donc là, il y a la révolution individuelle, mais c'est aussi le cas en entreprise. Avec la RSE qui est en train de prendre une ampleur phénoménale, le sujet du numérique responsable, dont on va parler un tout petit peu, les achats responsables, etc., le marketing de l'engagement, et puis la communication responsable aussi, puisque c'est un des nouveaux domaines émergents. Et ce sont deux nouveaux métiers, pour faire le lien avec ce qu'Isabelle nous disait tout à l'heure, deux nouveaux métiers aussi. Tous ces sujets-là prennent de l'ampleur. Alors parlons justement numérique responsable. Bah, vous avez certaines industries, et je ne bâche pas l'aviation, je suis probablement celui qui a le plus pris l'avion dans cette pièce. J'ai bossé en Inde pendant des mois, mes allers-retours, c'était pas mal. Mais il se trouve que l'aviation, ça a des impacts négatifs, mais pas d'impact positif. La mode, c'est pareil. Bon, à part quelques marques très engagées comme Picture, mais la plupart de la mode, ça a des impacts négatifs, mais pas d'impact positif. Le numérique, c'est différent. Le numérique, il a certes des impacts négatifs, et vous pouvez découvrir ça dans la sphère du numérique responsable. On essaye de réduire ces impacts négatifs, mais il a aussi plein d'impacts positifs, comme la prise de conscience qu'on a vu tout à l'heure. Et on va voir qu'il y a plein d'autres endroits où le numérique peut contribuer aux enjeux environnementaux. Donc c'est à la fois une partie des problèmes, mais c'est aussi, et peut-être surtout, une grande partie de la solution. C'est ce que j'entends par numérique contributif. Alors, sur le numérique responsable, je vous invite justement à vous pencher sur ce nouveau domaine, ce nouveau métier, qui est la performance environnementale des applications. Je vous ai listé là deux outils, il y en a d'autres, mais c'est les deux que j'ai trouvé les plus costauds. GreenSpector et puis Frugger aussi, qui est assez intéressant dans ce domaine-là. Donc voilà, je vous invite à regarder ce que font ces entreprises-là. Et puis j'ai la chance d'animer des tables rondes sur le sujet. Donc je vous invite à regarder. Vous retrouverez les deux contenus dont je vais vous parler, vous les retrouverez sur mon profil LinkedIn. Donc, vous allez voir mon profil LinkedIn et vous allez trouver dans les contenus qui vous sont présentés en début de profil. Et Internet et réseaux sociaux entre pollution invisible et réveil écologique. Et donc là-dedans, vous aurez aussi un éclairage sur la fresque du numérique. Il existe aussi une fresque du numérique où en quelques heures, vous comprenez de quoi il retourne concernant le numérique, concernant notre univers. Alors, deuxième vidéo que je vous invite à visionner, ça dure 1 heure, c'est là où on s'est revu Baptiste, et c'était plutôt un moment sympa, au One to One Biarritz. Nous avons animé une table ronde sur la communication responsable, la communication et la publicité responsable, avec un des nouveaux modèles, ça s'appelle Goodid. Voilà, Goodid, c'est assez intéressant. Vous écouterez son fondateur dans cette table ronde. En tout cas, il y a tout le sujet de la communication et de la publication responsable, nouveaux métiers et domaines émergents. Et puis, le numérique contributif a marqué un grand coup en début d'année. J'imagine que vous êtes nombreux ici à avoir vu le film Don't Look Up, et on fait vite le rapprochement avec les enjeux environnementaux. Ça bouscule pas mal. Toujours le moteur de la prise de conscience, le moteur de l'accélération. Et donc, c'est ce que j'ai à vous partager. Le digital, c'est l'accélérateur de la révolution environnementale. C'est lui qui fait pousser les vagues, c'est lui qui les fait aller plus vite. Petit aparté sur la France. Alors, la France n'a pas toujours été le plus grand des acteurs du numérique, même si ça s'arrange beaucoup ces dernières années. Et quand on regarde la scène de la Fresh Tech, j'ai l'impression que c'est l'un des seuls pays au monde
où il se passe ça. Si vous prenez le Next 40, vous avez 10% des startups qui sont des startups à impact environnemental. Vous les avez là, entre Insect, Back Market, e-commerce, Blablacar. Et puis, alors vous avez un mouvement très vibrant sur la scène de l'impact. C'est la nouvelle scène en fait des startups. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 20 ans, ce qui faisait rêver les jeunes diplômés issus d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs, c'était d'aller en direction d'entreprise ou en cabinet de conseil. Il y a 10 ans, c'était les startups digitales. Qu'est-ce qui les fait rêver aujourd'hui? Je peux vous assurer que pour pas mal d'entre eux, c'est les startups à impact. Soit en tant que fondateur, soit en tant que salarié de ces startups-là. Et puis, si on regarde du côté du CAC 40, on se rend compte aussi qu'on a beaucoup d'acteurs mondiaux de l'environnement, et c'est peut-être aussi unique en France d'en avoir autant dans nos entreprises championnes. Vous avez une petite liste là. C'est des entreprises dans lesquelles j'interviens régulièrement. Mais alors les apps, on va parler de tout ça, mais on ne va pas parler des applications. Où sont les applications? L'huile de palme dans nos aliments, on le sait. C'est quand même très bon le Nutella, hein, on ne va pas se le cacher. Mais on le sait, c'est un problème. La déforestation, enfin, un vrai problème environnemental avec l'huile de palme. Ça fait 30 ans que des ONG luttent contre ça. Et pourtant, ces dernières années, ça a radicalement changé. L'huile de palme dans nos aliments a énormément réduit depuis 5 ans. Est-ce que vous savez quelle est l'application qui a déclenché ça? Vous la connaissez, hein? Exactement, Yuka. Yuka, 9 personnes, petite start-up, présente aux US, en Angleterre, en Espagne et évidemment très fortement en France. 25 millions d'utilisateurs. 25 millions d'utilisateurs. Et Yuka qui a inventé de nouveaux mots. On dit UKT. Et dans l'industrie de la cosmétique et dans l'industrie de l'agroalimentaire, maintenant, il faut avoir des produits Yuka-friendly. Alors, quand on invente des nouveaux mots, hein, liker, googliser, shazamer, c'est-à-dire qu'on tient quelque chose de grand. Donc voilà pour Yuka, qui, je pense, est la meilleure incarnation qu'on peut trouver d'applications qui changent encore le monde. Le mobile change encore le monde. Et puis, du coup, puisqu'on est dans la food, je vous en liste quelques-unes de mes préférées. Vous avez Curie pour justement avoir une alimentation plus éco-responsable, diminuer la viande ou trouver des recettes. Parce que quand on veut se mettre à manger plus végétarien, trouver des recettes, c'est pas simple. On n'y connaît rien. C'est pas simple. No Meat Today, j'ai trouvé le titre assez intéressant. Et puis vous avez étiquetable. Par exemple, si vous voulez manger du poisson, savoir quels sont les poissons qui ne sont pas menacés, on ne sait pas, quoi. Donc, vous avez des utilitaires pour ça. Donc ça, c'est sur la partie de ce qu'on mange, mais il y a évidemment la manière dont on s'approvisionne. Et là, La Ruche qui dit oui, très belle application également. Vous avez même, si vous voulez vous mettre à la permaculture dans votre petit jardin, si vous en avez un, c'est bon. Et puis évidemment, tout ce qui est gaspillage, Too Good To Go, Phoenix, 2 applications à très fort succès et à très forte audience. Alors, il y en a d'autres, hein, évidemment. Et le phénomène du moment s'appelle Give. Alors, qui connaît Give ici? Ouais. Je l'ai utilisé l'autre jour pour un barbecue que j'avais en doublon. Un étudiant était super content de récupérer ce barbecue. Donc, éviter de le jeter, tout simplement. Donc, on a vraiment un aspect économie circulaire super intéressant. Donc, le nouveau phénomène, c'est Give, vraiment très intéressant au niveau du business, au niveau du modèle, qui donc va permettre de donner tout simplement des objets qui ne seraient pas viables pour être revendus. Et puis aussi lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est ce qu'on vient de voir juste avant. Et Give, ça va dans la sphère de la seconde main. Quel est le meilleur accélérateur de la seconde main? C'est le digital, c'est ces applications. Évidemment, Le Bon Coin a été le moteur, mais vous avez ça évidemment dans la mode avec Vinted ou son pendant français, Vestiaire Collective, qui est un petit peu plus éco-responsable que Vinted. Préférence pour Vestiaire Collective. Mais voilà, les applications continuent à changer le monde partout. Et puis le Yuka de la mode, je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là, il est peut-être un peu moins connu. Il s'appelle Clear Fashion. C'est l'équivalent de Yuka pour les habits, et avec les classements des marques, etc. Et, voilà, c'est aussi une application qui progresse bien. Assez intéressante celle-là. Encore une fois, c'est des petites équipes qui arrivent à faire des grandes choses. Alors, je vous ai laissé un petit medley de trucs, d'autres applications qui sont dans cette sphère-là. Vous avez Greenly. En fait, vous rentrez votre compte bancaire, ça se connecte un peu avec votre compte bancaire, un peu comme, je ne sais plus quel était le nom de cette appli, et en fait, ça va traquer vos dépenses, et en fonction de vos dépenses, ça va vous faire votre empreinte carbone.
Du coup, ça facilite le truc pour savoir où est-ce qu'on peut s'améliorer, comment ça fonctionne. Donc ça, c'est assez, disruptif et puis vous avez, l'émergence des néobanques vertes. C'est des banques qui, s'assurent que votre argent n'ira pas vers, du financement qui serait, climaticide. Et donc là, vous avez une émergence de ces nouvelles, banques qui pourraient être une petite disruption quand même dans le milieu de la banque. Ouais, c'est assez intéressant comme à observer. Donc vous avez Greengot et Helios notamment. Équateur sur la consommation d'énergie et puis j'ai la chance d'avoir bossé pour le WWF justement, sur cette application WAG, We Act for Good, qui est une sorte de coach pour vous aider à améliorer vos pratiques, environnementales, qui est, une jolie appli. Ça fonctionne bien aussi. Voilà pour le medley de fin et du coup, la bonne question, puisqu'on a parlé tout à l'heure de mobilité, alors on aurait pu aussi rajouter toute une partie mobilité, mais comme il y avait le talk mobilité, c'était bien retranscrit, c'était bien positionné pour le coup. Puisque, nous parlons de mobilité, comment est-ce qu'on rentre ce soir? Ce qui serait génial, c'est qu'il y ait un opérateur de VTC le plus éco-responsable possible, peut-être même français. Ça, ce serait vraiment sympa. En fait, si vous cherchez, le VTC le plus éco-responsable dans le monde, il est probablement en France. Il s'appelle Marcel et c'est un partenaire d'Alsfire. Et ils sont là peut-être, pas encore arrivés? Voilà, ils seront là, on pourra prendre, voilà et en plus, nous pourrons rentrer avec eux, je crois, il y a un sujet, de ce type-là. Donc je rentre en Marcel ce soir. Donc voilà, roulons dans le bon sens. Alors là, c'est un slide un peu technique, parce que c'est les étapes de transformation des entreprises. Et en fait, vous avez 4 étapes. Soit on est dans le business as usual, pas de jugement, hein, tous ces changements, ils arrivent, il faut s'y adapter. Vous avez la plupart de vos entreprises et la plupart des entreprises sont déjà dans des entreprises responsables. Elles ont déjà une forte politique RSE, elles font déjà beaucoup de choses dans ce monde-là, dans ce domaine-là. Et vous avez une 3e étape qui est en train d'émerger. C'est le titre d'un livre que je vous invite à lire qui s'appelle L'entreprise contributive. Donc si vous voulez vraiment vous renforcer sur ces aspects-là, sur la transformation environnementale des entreprises, l'entreprise contributive. Donc ça, c'est la 3e étape. Et on va commencer à avoir une entreprise qui va contribuer, un peu comme les applications qu'on a vues tout à l'heure, aux enjeux de développement durable, aux enjeux environnementaux. Donc contribuer. Faire sa part de manière plus que juste réduire nos impacts, ça va être carrément avoir aussi parfois des impacts positifs. Et puis, il existe une 4e marche, une 4e étape, un peu le Graal qui met des étoiles dans les yeux à beaucoup de jeunes diplômés justement. C'est l'entreprise régénérative, ou l'application régénérative peut-être. L'entreprise régénérative, c'est une entreprise qui va en plus, à travers son activité, régénérer les écosystèmes, ou par exemple capter du CO2. Alors dans l'entreprise contributive, vous avez une entreprise qui est prise en exemple, qui est Interface. Et Interface, avant, c'était une entreprise contributive, parce que dans leur activité, ils avaient fait un plan à 20 ans pour complètement changer, réduire complètement leurs impacts. Et ils sont devenus entreprises régénératives parce que maintenant, dans leur activité, ils captent du carbone. Ce qui est un peu choquant et perturbant, c'est l'activité d'Interface. Des fabricants de moquettes. Des fabricants de moquettes. On ne s'attend pas à ce qu'un fabricant de moquettes devienne l'une des entreprises les plus éco-responsables au monde. Donc c'est un bel exemple dont on peut s'inspirer. Et donc entreprise régénérative, mais est-ce qu'il y a des applications régénératives? Des applications qui régénèrent les écosystèmes? Eh bien oui. Ecosia, ce moteur de recherche, qui est aussi une Bicorp, vous connaissez peut-être aussi ce mouvement des entreprises les plus responsables au monde. Le mouvement des Bicorp, donc Ecosia, qui est ce navigateur qui vous permet, à travers vos recherches, les revenus de recherche sont plutôt utilisés pour planter des arbres. Alors, pas juste planter des arbres, mais régénérer les écosystèmes et aider les populations locales. 15 millions d'utilisateurs quand même, pas petit. Entreprise allemande, mais qui est très présente en France. Je vous ai masqué le nombre d'arbres plantés pour vous faire la petite devinette justement. Alors, qui dit mieux? Combien d'arbres plantés par Ecosia à date? Ah, on est déjà de bon ordre de grandeur. Ouais. Alors c'est plus. Alors ils viennent de dépasser les 150 millions cette semaine. 150 millions d'arbres. Commence à être drôlement régénératif. Donc là, vous avez un petit panel de là où c'est. Il y en a aussi en Europe, hein. Il y en a aussi par chez nous. Mais voilà, très intéressant, ces entreprises régénératives. Et vous en avez une qui n'est pas connue,
toutes nouvelles, sont au début. C'est une application de messagerie instantanée. Le WhatsApp qui plante des arbres. Tribal. Engouement, vague, est en train de progresser très fortement. Il se trouve que toutes les ONG, toutes les associations, toutes les entreprises responsables sont en train de basculer dessus, logiquement, puisque c'est aussi faire appel à des acteurs éco-responsables quand vous voulez l'être vous-même. Voilà pour les applications qui changent le monde. Alors, voilà, on a vu qu'il y avait des applications qui faisaient tout ça, que le mobile continue encore à changer le monde, et pas qu'un peu. Mais ce qui vous intéresse peut-être un peu plus, c'est les secrets. Quels sont les secrets qui se cachent derrière? Alors, je pourrais vous en partager beaucoup. C'est un peu les mêmes secrets que pour les licornes, hein, pas tellement différent. Mais il y en a un qui est particulier, sur lequel ces applications qui changent, qui sauvent la planète, hein, quelque part, sont vraiment bonnes. C'est pour crier dans la vague. Est-ce que vous voulez que je vous fasse le cri de la vague? Le cri dans la vague. Ça fait ah. Ça fait AR, le cri de la vague. AR pour ARRR, que vous connaissez probablement pour certains. Ce framework marketing très utile et qui évidemment implique d'avoir des bons outils d'attribution. Hein. Il faut pouvoir mesurer chacune des étapes. Donc ça va très bien avec votre univers, évidemment. Acquisition, activation, rétention, revenu, referral. Alors referral, c'est recommandation, parrainage, partage des contenus, ça va dans cette sphère-là. Mais c'est dans la partie referral, toute la partie qui va vous donner de l'organique. Le fait que quelqu'un partage de la musique sur Deezer ou Spotify et ça crée de la rétention et de l'acquisition pour Deezer et Spotify. Ça, les applications qu'on a listées, elles en font fort usage parce que beaucoup de referral. Yuka, quasiment 100% de bouche à oreille. Mais je préfère vous livrer d'autres mots. Alors voilà, pour faire un peu de détail, comment est-ce que les utilisateurs nous trouvent, hein, comment est-ce qu'ils arrivent sur notre page App Store. Et donc là, il faut mesurer l'attribution, justement. Est-ce qu'ils ont une bonne première expérience? Est-ce qu'ils reviennent? Est-ce qu'on gagne de l'argent? Et parfois, ce n'est pas toujours de manière directe. Et puis, est-ce qu'ils parlent à d'autres? Est-ce qu'ils en parlent à d'autres? Est-ce qu'ils partagent à d'autres? Et je préfère vous résumer ça en 3 mots. Love, growth et money. Love, growth et money. Et vous voyez bien à quoi ça correspond. La croissance sera là s'il y a du bouche à oreille en acquisition. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir que love, c'est au milieu de l'entonnoir. Si cette activation et cette rétention, elle ne marchent pas au début, en fait, vous avez l'entonnoir qui est bouché et vous n'arriverez jamais à rien. Donc le love est super important. Sans amour, il n'y a pas d'espoir. Conclusion. Alors, conclusion, d'abord petite question, ou plutôt hameçonnage pour la suite. N'hésitez pas, surtout pas si vous avez des questions à me parler dans la soirée, je suis là toute la soirée. Et si vous avez des idées d'applications qui devraient apparaître dans ces slides, dites-le moi, parce que je les ajouterai volontiers. Mes conclusions, c'est, je vais faire appel à un président français qui a fait un discours en 2002, il y a 20 ans, à Johannesburg, et qui nous disait que notre maison brûle et que nous regardons ailleurs. C'était il y a 20 ans. Malheureusement, il y a quelque chose qui n'a pas changé. Notre maison brûle toujours. Il fait chaud. Notre maison brûle toujours. Par contre, il y a une très bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est vous. Nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus regarder ailleurs. Et vous en êtes l'incarnation ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était passionnant. Et j'ai découvert pas mal d'applications que je ne connaissais pas moi-même. Donc merci de m'avoir fait découvrir personnellement ce nouvel écosystème. Et continuez à changer le monde. Merci.